Chers lecteurs de Boulevard Voltaire, on est ici devant Notre-Dame de Paris, devant ce monument symbole de Paris pour rencontrer un autre monument. Vous le connaissez, il s'appelle Baptiste Marchais. Il anime la chaîne YouTube Bench & Cigare. C'est un bon vivant, c'est un patriote, c'est un sportif. C'est tout ce qu'on aime chez Boulevard Voltaire. Salut Baptiste. Salut, ça va ? Il y a 2 ans, la cathédrale Notre-Dame de Paris a pris feu. Et ça, généralement, c'est une date dont on se souvient. Vous, où est-ce que vous étiez le soir de l'incendie de la cathédrale ? Alors déjà, avant même le soir, le matin même, il faut comprendre que moi je travaillais juste ici, on voit d'ici où je travaillais parce que j'étais portier à Saint-Michel. Et donc en fait j'ai fini ma nuit et je suis parti le matin avec la cathédrale juste à côté de moi. Je travaillais vraiment à 200 mètres d'ici. Et c'est vrai qu'après coup, je me suis dit le soir même, putain mais est-ce que ce matin c'était la dernière fois que je voyais Notre-Dame ? Pour les croyants, c'est l'écrin qui protégeait le Christ. Pour les amoureux de l'architecture, c'était un joyau qui s'en allait. Pour les Français, c'était un symbole. Pour vous, qu'est-ce qui a brûlé ce soir-là ? Ben, un peu tout ça, je pense. Un peu tout ça, hélas. Ça a été, oui, c'est un morceau d'histoire qui brûle. Et là, c'est un peu l'autodafé, quoi. En fait, on savait pas où l'incendie allait s'arrêter, quoi. Est-ce qu'il y allait juste plus avoir de Notre-Dame ? C'était impensable, quoi. Pour nous, on est né avec, on mourra avec. Ça devait être. En fait, on se posait même pas la question, quoi. Donc non, ça a été. C'est tout un pan d'histoire qui a brûlé. C'est un symbole de ce que la France avait de grandiose et un petit peu de ce qu'elle a perdu aujourd'hui. Donc c'est vrai que pour des nostalgiques comme nous, on se rattache un peu à ce genre de morceaux, on s'y rattache en se disant non, pour se rappeler que la France c'est quelque chose qui est merveilleux. Donc c'est vrai que quand on nous en arrache un bout, c'est percutant. Baptiste, votre chaîne YouTube Bench & Cigare, elle compte 130 000 abonnés. C'est ça qui est assez fascinant, c'est que vous êtes champion d'Europe du développé couché, vous êtes un amateur de cigares, de bonne chair, de plein de choses. C'est quoi votre identité en fait de marque ? Voilà, je pense que je suis français déjà, ça fait une grosse part de mon identité. Après, moi, très souvent, quand on me demande de définir la chaîne, je pense que l'adjectif qui lui correspond le plus, c'est décomplexé. Je pense que je suis décomplexé de ce que je suis, je me montre tel que je suis, sans personnage, sans rien, et sans me censurer. Et en fait, il y a beaucoup de gens qui ont besoin de ça. Aujourd'hui, les hommes notamment, ils sont extrêmement complexés de tout, on les complexe de tout. Et en fait, quand ils voient quelqu'un qui s'assume pleinement dans des choses qui sont finalement entièrement normales, quoi, ça les fait souffler un peu, quoi. Vous, la féminisation de la société, tout ça, c'est des concepts qui vous parlent ? Ça me parle, oui, ça me fait chier, quoi, c'est sûr, évidemment, ça me parle, je le vois bien. Et donc justement, je pense que c'est en partie responsable de beaucoup de mots, parce qu'en fait, derrière le mot féminisation, il y a beaucoup de choses qui découlent de ça. Et en vérité, je pense que même en termes de conscience politique, en termes de gestion familiale, en termes de gestion de la sûreté des gens, de la réaction des Français vis-à-vis des autres, etc., tout ça, en fait, finalement, il y a une féminisation de tout ça, quoi. Et vous êtes passé du sport de haut niveau à youtubeur, enfin vous êtes toujours sportif de haut niveau, hein, mais à youtubeur pour promouvoir un peu toutes ces valeurs-là ensemble, quoi. Eh bien, à la base, non. À la base, non. En fait, c'est un peu une conséquence de tout ça. C'est-à-dire qu'en fait, moi, j'ai une société de coaching à côté. Je fais de la préparation physique et je prépare et des gens du quotidien et puis aussi des athlètes pour de la compétition. Et en fait, j'avais Instagram. J'étais connu, on va dire, dans le microcosme de ce sport. Et sur Instagram, je proposais un petit peu ce qu'on appelle du lifestyle, quoi, en fait, de l'art de vivre, tout simplement. Et c'est vrai que ça prenait. Les gens aimaient bien. J'avais un taux de conversion intéressant sur mes coachings. Je me suis dit, allez, autant essayer de faire ça sur YouTube avec un petit peu plus d'audience, en leur proposant le même contenu et puis avec un peu mieux de meilleure qualité que ce qu'on peut proposer sur Instagram. Et puis si ça prend un petit peu, c'est cool, ça me ferait une meilleure clientèle. À la base, c'était vraiment ça. Donc je me suis montré tel que j'étais, tel que ce que je montrais sur Instagram, mais juste avec plus de moyens, avec des concepts un petit peu plus définis. Et puis nous, notre but, c'était d'avoir 10 000 abonnés. Donc en fait, très vite, c'est parti en flèche et on a mesuré l'importance de ce que c'était en train de prendre. Et là, on s'est dit, il faut qu'on soit au niveau des attentes des gens. Donc du coup, on a commencé à investir plus, à essayer de produire plus et une chose en entraînant une autre, je suis devenu youtubeur un petit peu à mes dépens, quoi. Ce qui est assez marrant quand on regarde les youtubeurs sportifs, toute la mode justement, parce qu'avec Instagram, etc., le but c'est d'afficher des corps de rêve. Vous, en fait, vous arrivez, vous cassez un petit peu justement les codes de la muscu que j'ai envie d'appeler esthétique, entre guillemets. En fait, vous n'êtes pas du tout dans les canons, dans les canons de beauté, c'est pas une insulte, de l'époque. C'est vrai, mais après ça, c'est pas de mon fait, en fait, hein, c'est vraiment ma discipline qui veut ça. Et en vérité, c'est très ancien, hein, ça m'est bien antérieur.
Je pense qu'il y a plein de gens, tout à l'heure vous parliez qu'est-ce que les gens faisaient en 80, etc. À l'époque, de l'haltéro, c'était l'haltérophilie, vous aviez l'URSS qui concourait avec des athlètes qui étaient hors normes, etc., qui étaient vraiment pas dans des canons esthétiques. Les sports de force depuis le début du XXe siècle, et puis médiatisé, on va dire, depuis les années 60, ça a toujours été ce genre de corps, c'est-à-dire des corps qui sont optimisés pour être des leviers de force, tout simplement, et donc pas pour se balader en maillot de bain. Je pense que c'est juste que les gens, par mon biais, ont découvert cet univers, parce qu'en France, il n'était pas extrêmement médiatisé, mais j'ai rien inventé, quoi. Il y a une vidéo qu'on va montrer aux téléspectateurs parce qu'elle s'est passée dans Touche pas à mon poste, émission de Cyril Hanouna, extrait que vous allez regarder maintenant. Non mais déjà arrêtez d'inventer des mots tout le temps, c'est pas possible. Des zoonoses qui sont écus des camps de la mort. Si on est masqué aujourd'hui, tous les scientifiques le disent, parce que l'Holocauste déborde. Mais arrêtez de dire Holocauste à tout bout de champ, c'est pas possible. Fermez-la 2 minutes. D'infection, de mutilation. Mais ils sont malades, ils meurent. 40% des individus meurent dans les Vous êtes en train d'enterrer votre combat. Vous êtes en train d'enterrer votre combat là. Vous en foutez, mais là vous faites, c'est contre-productif même pour votre combat. C'est vous, on n'arrivera pas à changer les choses tant qu'on aura des gens comme vous qui tueront le débat. La colère ne marche pas, le calme ne marche pas, le lyrique ne marche pas. Vous avez essayé le calme? Ne marche pas. Nous sommes emprisonnés, nous avons la police qui nous harcèle. C'est pas possible, on peut pas la laisser. La cellule Déméter qui nous met en prison, nous nous suicidons, nous ne pouvons pas résister au passage dans les camps de la mort. Allez-y, messieurs, dames, vous êtes hors sol, vous êtes une bande de cyniques hors sol, et vous qui essayez, battez-vous. La colère. Voilà, vous avez pu voir cette séquence absolument incroyable. Baptiste Marchais, vous avez assisté à ça aux premières loges. Qu'est-ce que vous avez ressenti justement en voyant ça, en voyant cette femme, mais perdre totalement le contrôle d'elle-même, péter les plombs en fait? Déjà, il n'y a pas eu de piège, je m'y attendais, je savais contre qui j'allais être et je connaissais déjà le personnage. Je savais plus ou moins que ça allait se passer comme ça. Je savais pas quel temps de parole j'allais avoir. Bon, ils ont vraiment abusé dans le buzz, c'est-à-dire qu'ils l'ont laissé tout le long parce qu'ils voyaient bien qu'ils allaient faire le buzz et finalement au détriment du débat. Je pense que j'ai réussi quand même à placer subrepticement quelques trucs, quelques arguments. On m'a entendu parler une petite minute. Moi, ce que j'ai ressenti, en vérité, ça m'a pas énervé parce que voilà, comme je vous dis, je m'y attendais. Et puis bon, on a l'habitude avec ce camp. Après, à titre purement personnel, la personne, elle me fait de la peine parce que voilà, elle a des problèmes psychiatriques. Je veux dire, il n'y a pas besoin d'être médecin pour s'en rendre compte. Quand vous êtes en face d'elle, vous voyez, elle tremble, elle pleure. Elle va pas bien et je pense qu'elle est sincère dans son message. C'est-à-dire qu'elle ressent une souffrance quand les animaux meurent. Elle voit bien qu'il y a des milliers d'animaux qui meurent chaque jour et elle n'arrive pas à le vivre. Elle est en profonde dépression. Et en fait, les producteurs de télé, eux, ils s'en foutent. Hein. Que ce soit les animaux, les humains, etc. Ils sont là pour faire du cash. Donc, ils se servent d'elle un petit peu comme un monstre de foire. Moi, ça m'a fait de la peine. On vous voit partager des repas absolument pantagruéliques avec des personnalités. Dernièrement, c'était Jean-Marie Billard. C'est quoi le but de ce format? C'est quoi? C'est promouvoir le terroir, c'est promouvoir l'excès un petit peu dans une société justement qui est hyper hygiéniste là-dessus? Alors je pense qu'il y a deux axes principaux de ce format. D'une, je promeux pas l'excès vraiment, on va dire, c'est juste que je prends le pan d'être un petit peu la caricature opposée à ce qu'on nous propose. C'est-à-dire que quand j'entends de la viande synthétique, etc., repas végétalisés ou les recommandations du gouvernement, je sais plus combien c'est, mais genre un truc comme 200 grammes de viande par semaine, etc. Eux, ils sont dans l'extrême caricature inverse. Donc je prends le pied d'être l'exact opposé et de montrer qu'autre chose existe. En vérité, il faut bien sûr, les repas de seniors, je le précise à chaque fois, c'est pas tous les jours. Ensuite, le deuxième axe de ce format, je pense que c'est aussi de créer un format un peu d'interview et d'échange, qui soit pas vraiment une interview, en fait, qui soit un échange, et de voir des personnalités un petit peu du monde, que ce soit artistique, sportif, etc., des gens qui sont pas purement politiques, dire des choses qui sont finalement métapolitiques et qui vont dans notre sens. C'est un peu la question spéciale stagiaire de Libération, mais en promouvant cet art de la table, les traditions, le terroir, en vous affichant avec des youtubeurs comme Papacito, est-ce que vous n'avez pas peur de tomber dans la catégorie youtubeur de la fachosphère, youtubeur d'extrême droite, et est-ce que c'est une insulte pour vous? Non, je m'en branle complètement. Et je pense que les gens, en fait, le public est pas... mon public est de toute façon... En fait, les gens qui viennent me voir s'en fichent. Et en fait, les gens qui seraient sensibles à ce genre d'argument, de toute façon, ne viendraient jamais me voir, peu importe ce que je fais. Donc, c'est pas dérangeant pour moi. Il y a beaucoup de Français qui sont comme moi, il y a beaucoup de Français qui sont comme nous en fait, qui partagent ce genre de valeurs et qui n'ont pas forcément de tribune, qui ne sont pas forcément mis à l'image, etc., ou mis à l'honneur. Sur Bench & Cigar, c'est un petit peu leur moment à eux. Et tu sais qu'il
il y a une grande partie de mon public qui m'écrit pour me dire qu'ils trouvaient pas ce qui leur plaisait sur YouTube avant. Bah ça me fait plaisir, tu vois. Quand j'ai les stats YouTube, le premier truc que je regarde, c'est la partie de ma communauté qui a regardé les vidéos. Avant de voir les gens que ça a touché, avant de voir tout ça, je regarde, je me dis, est-ce que les gens qui me suivent et qui eux ont pas forcément d'autres choses qui leur plaisent, est-ce que ça leur a plu? Et quand ça leur a plu, bah ça me fait plaisir, quoi. Alors du coup, Baptiste, est-ce que vous pouvez nous expliquer en quelques mots comment vous en êtes arrivé là? C'est quoi un peu votre parcours de vie? Alors moi, donc à la base, je suis sportif de haut niveau. C'est-à-dire que je fais du développé couché en compétition depuis 2013. Donc moi j'ai vraiment un parcours de sportif, de jeune qui a été très intéressé par ce sport. J'ai tout de suite eu une visée de devenir pro et de concourir à haut niveau. Donc pour ça il a fallu mettre une stratégie en place parce que comme c'est un sport qui est très peu médiatisé, il fallait que je puisse vivre quand même, faire de l'argent. Moi je viens d'une famille modeste, donc ils ne pouvaient pas m'assumer. Donc il fallait que je travaille, etc. Et alors en bossant, tu peux pas non plus concourir, tu vois, tu peux pas bosser la journée et t'entraîner. C'est un sport qui demande, comme tous les sports de haut niveau, en fait, arriver à haut niveau, il te faut du temps de récupération. Il faut vraiment que tu sois apte à concourir. Donc il fallait un boulot qui prenne pas trop de temps, qui puisse me permettre de faire mon beurre quand même. Bon, j'avais des bras, pas de diplôme, parce que moi j'étais jusqu'au bac, tu vois, donc je me suis dirigé vers la sécurité. Et puis avec des contacts, etc., j'ai commencé à travailler en porte de boîte. Ça me permettait de bosser que le week-end et à côté de me développer la semaine, de m'entraîner, d'aller à des compétitions, tout ça. Ce qui explique pourquoi Anne Hidalgo est toujours maire de Paris, en fait. Il y a un deuxième problème à Paris aussi, c'est que à Paris, c'est les Parisiens qui votent, mais c'est les banlieusards qui y travaillent. Tu vois? Donc en fait, par exemple, genre sur le problème des voitures, etc., en fait, les Parisiens te répètent en permanence « il n'y a pas besoin de voiture à Paris ». Bah non, c'est sûr, parce que tu habites à Paris. Mais en fait, quand tu fais venir un plombier, il va pas ramener ses caisses à outils sur une trottinette électrique, tu vois. Donc moi, j'habite dans le Val d'Oise. Pour venir ici en transport, il me faudrait 1h45, je mets 40 minutes en bagnole. Donc je vais pas venir en transport parce que ça pue la merde et que ça met 3 plombes. Je vais pas venir en trottinette électrique ou en vélo. Les mecs se font livrer en permanence des trucs sur Amazon. Le mec va pas leur livrer leur colis en Vélib en tenant le colis comme ça, tu vois. Donc c'est ça, il y a un vrai problème entre les gens qui vivent la réalité et les gens qui prennent les décisions, et c'est clair. T'avais un adjoint au maire de Paris d'ailleurs qui s'était extasié devant des ouvriers qui trimballaient de la marchandise à vélo. Et tu sais, cet aspect complètement déconnecté où les mecs finalement, d'un point de vue marketing c'est formidable, mais dans la réalité en fait c'est des ouvriers qui en chient, quoi. Mais oui, c'est l'horreur, mec. Putain, c'est l'horreur. T'imagines trimballer tes trucs à vélo, de la marchandise à vélo. Putain, c'est génial, c'est écolo. Bah ouais, c'est génial. Le pauvre mec qui va crever à 40 ans, c'est vrai que c'est génial, tu vois. Il va avoir une double scoliose, super. Comment vous expliquez ça justement, le fait que votre communauté, les valeurs auxquelles vous croyez et qui sont partagées quand même par un grand nombre de Français, elles soient si peu représentées dans les médias, même sur YouTube? Bah, c'est de notre faute à nous. Après sur YouTube, franchement, le vent tourne énormément. Je pense que même on a gagné la bataille culturelle d'Internet, très clairement. Parce qu'aujourd'hui, tous les YouTubeurs, on va dire politiques vraiment, ou alors métapolitiques qui fonctionnent, sont à droite. Donc c'est à côté, ils ont une moins bonne marge de parole, tu vois. Mais sur Internet, c'est une chose. Dans les médias, entre guillemets, mainstream, etc., bah c'est notre faute. Pendant des années, on a laissé la gauche avoir tous les milieux socioculturels, on leur a laissé la main dessus. Nous, on a joué un petit peu sur le côté marginal du fond de la classe, tu vois. Ouais, j'aime pas tout ça, je suis à part. Mais ouais, mais le problème, c'est que du coup, on parlait à personne, quand on parlait qu'entre nous. Donc aujourd'hui, honnêtement, il y a un vrai changement.